Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, on me dit non. Alors, ça va se régler. Ah, c'est mieux? Ouais, super. Merci d'être là ce soir. Je m'appelle Clémence Boyer, je suis la rédactrice en chef de Daron. Et comme son nom vous l'indique peut-être, c'est une verticale qui parle de parentalité féministe sur le magazine Mademoiselle. Et même si c'est mon boulot d'écrire au quotidien sur la parentalité, j'ai quand même chaque jour un petit peu d'autocensure, comme si j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait la parentalité, bon, c'est quand même un peu un sujet chiant, c'est un truc de mamoun, qui ça intéresse, c'est pas très sérieux comme sujet. Mais en fait, si j'arrive à faire taire cette petite voix, à vraiment y réfléchir sérieusement un peu plus de 5 minutes, je me rends compte que la parentalité, c'est un sujet qui est éminemment politique et qui est éminemment féministe. Quand on parle d'accouchement, on parle de violence obstétricale. Quand on parle de congé parental, on parle de répartition genrée des tâches. Quand on parle d'allaitement, on parle d'injonction et de sexualisation des corps dans l'espace public. Donc, toutes ces questions-là, en fait, elles sont féministes. Et réfléchir ensemble à comment on veut éduquer les générations futures, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre, c'est faire société et c'est préparer l'avenir. Et c'est pour ça que quand on a commencé à réfléchir à cet événement, Mademoiselle écrit le futur, on a eu envie d'organiser cette table ronde pour parler de parentalité féministe et de l'héritage militant qu'on veut transmettre à nos enfants. Et pour en parler ce soir, j'ai 3 intervenantes passionnantes avec moi, 3 mères, 3 féministes, que je remercie infiniment d'être là. À ma gauche d'abord, Prisca Ratovonasi, consultante diversité et inclusion, cofondatrice du podcast Les Enfants du bruit et de l'odeur et de la librairie inclusive L'Hebdo, et mère de 2 filles qui ont 5 ans et 10 ans, mais on en reparlera. Ensuite, Marie Durand, cofondatrice du collectif famille.s, qui vise à connecter, sensibiliser et faire rayonner les familles LGBTQIA+, et mère de 3 enfants de 13, 12 et 6 ans. Voilà. Et enfin, Pila Intika, journaliste et autrice de plusieurs livres sur le sujet de l'éducation antisexiste, le guide féministe de la grossesse, Filles, garçons, même éducation, et le dernier ouvrage, 30 discussions pour une éducation antisexiste, coécrit avec Elisa Rigoulet, et qui est sorti en mars dernier. Et Pila, tu as aussi 2 enfants de 7 et 3 ans. Voilà. Et oui, et petit détail, tu es de nationalité finlandaise, enfin finnoise, finlandaise, de nationalité finlandaise, et donc tu as un double regard sur la culture française, la culture finlandaise et les différences entre les deux, notamment en matière d'éducation antisexiste. Le son est un peu en réglage, hein, vous le voyez. On fait des tests, ça résonne beaucoup avec la halle, donc on va essayer de faire de notre mieux pour que vous nous entendiez. Voilà. Mais si c'est horrible, faites-nous des grands gestes de détresse et on verra ce qu'on peut faire. Pour commencer, moi j'avais une première question qui était est-ce que devenir mère a changé quelque chose à votre engagement militant ou à votre féminisme ? Alors pour ma part, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que je suis née féministe. J'ai vu à 30 ans, une maladie de mon fils, des vraies différences de traitement entre leur père, parce que je suis maman de 3 enfants avec un premier mari, et puis après, donc à 35 ans, je suis partie vivre avec ma compagne. Et puis à 35 ans justement, là j'ai découvert, j'ai vraiment eu envie en fait d'ancrer ce féminisme dans la réalité par mes engagements, par mes choix de vie aussi. Donc je dirais plutôt à 35 ans. Pour moi, c'était quand je suis tombée enceinte, effectivement. Là, j'ai vraiment senti une urgence pour les questions d'égalité, pour tout ce qui est des inégalités de genre. Déjà par rapport au traitement des femmes enceintes, des pères qui n'ont aucune place dans l'expérience de la grossesse, et d'ailleurs les autres configurations familiales, on n'en parle même pas. Et effectivement, j'ai senti vraiment une grande urgence qu'il faut traiter la grossesse déjà, et les projections qu'on peut avoir pour ce que c'est d'être une fille, ou ce que c'est d'être un garçon, ou une mère, ou un père. Il faut vraiment commencer à les interroger de manière
très efficace. Et en fait, c'était aussi une des raisons pourquoi on a écrit avec Elisa le premier livre, le guide féministe de la grossesse. C'était suite à nos discussions qu'on s'était dit qu'en fait, on traite des femmes enceintes comme si elles étaient un tout petit peu bêtes, comme si on ne pourrait pas parler de la grossesse de manière éclairée. Et voilà, j'ai senti vraiment ce type d'urgence en fait pour approfondir encore plus mon féminisme, quoi. Mais je suis née féministe vu que je suis finlandaise. Peut-être ça veut rien dire pour vous, mais pour moi ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai été éduquée de manière différente. Je pense que la plupart des Français. Mon père, il a resté assez longtemps à la maison pour s'occuper de moi et mon petit frère. J'ai grandi dans un pays où je pensais que le genre, le fait que j'étais une fille, c'était pas un obstacle en fait. Et quand je suis arrivée en France et quand je suis devenue mère, je me suis dit oula, en fait, surtout en France, il faut vraiment changer des choses parce que, effectivement, comme tu disais, Marie, on ne traite pas les filles et les garçons de la même manière, ni les mères, ni les pères. Voilà. Alors du coup, moi, je dirais oui et non. Je pense que sur tout ce qui est toutes les questions du féminisme, j'étais clairement déjà très ancrée. Ma grand-mère, pour son époque, avait déjà divorcé, s'était remariée. C'était la première femme commissaire de police. Donc, ouais, je venais d'une famille où les questions sur les droits de la femme étaient quand même quelque chose d'important et qui était juste... Enfin oui, c'était des conversations qu'on avait régulièrement au sein de la famille, que ce soit au sein de la famille, quoi, tout simplement. Après, quand j'ai commencé à m'interroger déjà sur le fait de vouloir être mère, j'ai commencé aussi à me questionner sur la place en fait de mes enfants, filles ou garçons en fait dans cette société. Et durant ma grossesse, je me suis clairement aperçue qu'il y avait entre les réflexions que j'avais et la réalité, c'était deux mondes en fait. Parce que dès la grossesse, on voit tout de suite, comme tu disais tout à l'heure, Clémence, on n'avait pas le même rôle, mon mari et moi, en fait, au sein de notre grossesse, oui. Les médecins s'adressaient à moi uniquement. J'avais la responsabilité, on va dire, des rendez-vous. J'avais la responsabilité de la maternité, d'avoir une bonne grossesse, d'être épanouie. Et lui, clairement, c'était génial qu'il soit là, quoi. Waouh, super, il fallait lui donner un petit cookie parce qu'il était présent. Et je me suis rendu compte qu'entre nos discussions qu'on avait avant de penser à avoir des enfants et la réalité, que ce soit au niveau médical et dans la vie de tous les jours, je me suis clairement posé les questions du féminisme et d'être une mère féministe pour mes enfants. Et Prisca, tu me disais tout à l'heure, avant qu'on démarre la conférence, que tu avais ressenti aussi une urgence par rapport à tes engagements antiracistes quand tes enfants étaient nés et quand ils ont grandi. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, le féminisme et l'antiracisme, c'est deux questions qui peuvent se rejoindre, qui sont clairement imbriquées. Quand j'étais petite, moi j'ai eu... une éducation en Normandie, au fin fond de la Normandie. J'étais la seule noire du village, on va dire, où j'habitais. Et les problèmes de racisme, c'était des choses que je connaissais, en fait, et que je pouvais faire avec, je pouvais gérer. Une fois que je suis devenue mère, je me suis dit, j'avais pas envie, en fait, que mes enfants vivent la même chose que moi. J'avais pas envie qu'à cette époque, en 2011, pour ma première fille, qu'elle puisse revivre ces traumatismes, on va dire, et qu'elle puisse les gérer de nouveau. Donc, à partir du moment où j'ai eu mes enfants... c'était clairement une urgence de devoir faire quelque chose. Je pouvais le gérer en fait pour moi-même, mais c'était clairement une grande panique pour moi après de me dire mais comment elles vont vivre ça ? Est-ce qu'elles vont avoir les mêmes traumatismes ? Elles vont devoir gérer les mêmes choses ? Comment ça va se passer à l'école ? Comment ça va se passer dans la société ? Ce monde n'est clairement pas fait pour elles en fait. C'est ce que je me suis dit. Et c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à mettre des choses en marche pour pouvoir essayer de pallier à tout ça. Alors, on va reparler de ça, des engagements. Je voulais juste vous préciser, alors à la fois à vous qui nous regardez sur la chaîne Twitch de Mademoiselle et en même temps à vous qui êtes là avec nous à la Cité Fertile, il y aura un temps de questions pour les intervenantes à l'issue de cette discussion, dans une quarantaine de minutes. Donc si vous avez des questions, si leurs réflexions vous font naître des idées chez vous et des envies, gardez-les bien dans un coin de votre tête pour pouvoir les poser. Ensuite, il y aura un micro qui circulera dans la salle.
Alors justement, on parle d'actions à mettre en place. Est-ce que vous avez eu l'impression, alors soit dès le début, soit plus tard quand vous avez eu des prises de conscience, de mettre concrètement des choses en place pour élever des enfants féministes ou pas? Et si oui, quoi? Alors pour ma part, c'était pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, la différence entre mon féminisme de 0 à 35 ans et de 35 ans à 40, maintenant 41, bientôt, c'est la déconstruction que j'ai faite à partir de 35 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 35 ans, j'ai posé un nouveau regard sur ma vie, sur mes automatismes, sur des réflexions que je pouvais me faire, sur mes comportements et dans l'analyse. Je suis arrivée dans l'analyse de, en fait, pourquoi je dis ça à ma fille, pourquoi je le dis pas de la même manière à mon fils. Et je l'ai pas fait toute seule, hein, je l'ai fait avec ma compagne qui m'a amenée aussi à poser ce regard, avec le collectif aussi. C'est juste devenir observateur, observatrice en l'occurrence, de ce qui est engrammé en fait, dans le vocabulaire, dans le ton qu'on emploie pour s'adresser à sa fille, par rapport à son fils. C'est vraiment des automatismes. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai changé j'ai basculé dans mon féminisme. Après, dans ce que j'ai mis en place, en l'occurrence, c'est des actions très concrètes chez moi, par des choix de livres, des choix de jeux, des invitations à mettre des chaussons roses licorne pour mon fils, et puis les aider à prendre aussi prendre du recul sur ce qu'ils pouvaient entendre à l'école. Après, dans mes actions, c'est clairement la création du collectif famille, avec l'idée d'amener dès le plus jeune âge, c'est-à-dire d'inviter à 3 ans, 4 ans, 5 ans à réfléchir à qui on est, alors avec bien sûr des jeux ou d'autres, mais à qui on est pour se connecter au plus vite à notre singularité, et pas comme moi je l'ai fait, passer à côté de sa vie pendant un paquet d'années. Et donc derrière, c'est un peu le même sujet que le féminisme, à mon sens, c'est-à-dire nos singularités, vivre ce qu'on est, s'autoriser à vivre, et puis dire aux autres, en fait, c'est pas ok, quoi. Et voilà, donc les actions concrètes, et là, nous, on est heureuse aujourd'hui dans le collectif, c'est qu'on accompagne ces familles et du coup les enfants à ça, parce que les cours d'école, c'est pas toujours très gai, quoi. Ouais, on va en reparler un petit peu de la place de l'école et de comment, en tant que mère féministe, on interagit avec l'équipe éducative, les autres enfants, les parents des autres enfants. Mais je ne sais pas si l'une de vous, Prisca ou Pila, voulait réagir sur les actions concrètes avec ces enfants. Moi, je peux dire de ma part que dès que je savais que je vais avoir un garçon, tout le monde voulait savoir si je vais avoir une fille ou un garçon. Et la question était posée à moi, pas forcément à mon conjoint. C'était tout le temps, est-ce que je préfère d'avoir une fille ou un garçon? Est-ce que je voudrais avoir une fille ou un garçon? Est-ce que c'est un fille ou un garçon? Je trouve ça aberrant qu'on me pose cette question tout le temps. Et quand j'ai su que c'était un garçon, tout le monde, c'était comme une vague des stéréotypes qui commençaient à sortir des bouches de tout le monde. Ah, mais c'est génial, tu vas pouvoir jouer au foot avec ton fils. Enfin, des trucs vraiment... c'était hallucinant, en fait. Et du coup, même avant accoucher, en fait, j'avais décidé qu'en fait, je vais avoir un garçon, mais en fait, je veux qu'il valorise tout ce qui est considéré d'un point de vue sociétal dit féminin, c'est-à-dire l'empathie, tout ce type de valeurs. En fait, c'était hyper important pour moi, et j'avais parlé déjà aussi avec mon conjoint que je veux qu'il comprenne qu'il n'y a rien de dévalorisant en fait dans les caractéristiques dits féminins. Et quand il était né, effectivement, on lui a acheté un poupée assez tôt. Il s'est occupé vachement de son poupée, et voilà. Et ça, c'était bien évidemment problématique dans le parc parce que tout le monde pensait que c'était une fille. Et mais c'était un bon moment aussi de commencer des discussions avec les gens pour dire, non, c'est un garçon, pour que ça soit problématique qu'un garçon joue avec une poupée. Ça crée de l'empathie chez l'enfant, fille ou garçon, quoi. Enfin voilà. Et donc du coup ça c'était vraiment j'ai décidé qu'en fait d'être consciente de ce que la société propose pour les garçons pour développer leur identité et essayer de faire des propositions que la société ne propose pas. Donc la poupée notamment ou des d'expression des émotions, etc., ce genre de choses.
Et après, effectivement, quand on parlait des livres féministes, heureusement qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais j'ai aussi fait beaucoup de lectures critiques avec lui plus tard. C'est-à-dire que on a mes enfants, j'ai 2 enfants, ils sont tous les 2, malheureusement, aimés, par exemple, les petits ours bruns qu'on trouve dans toutes les crèches, etc. On ne peut pas les éviter. Et d'ailleurs, en fait, j'ai trouvé que je trouve que c'est un bon moyen, en fait, de lire ces livres et poser des questions aux enfants. C'est-à-dire que est-ce que c'est toujours la maman qui fait la cuisine? Est-ce que c'est toujours le père qui rentre tard du travail? Est-ce que la configuration familiale est toujours comme ça, en fait? Et en fait, on a eu des super discussions avec mes enfants où, en fait, c'est eux qui sont actifs, en fait, à réfléchir. Est-ce que, effectivement, c'est pas toujours toi qui fais la cuisine? C'est toi aussi tu travailles? Enfin, il y a des... Et je trouve que à côté de tous les livres qui renvoient un très très bon message, qui a un point de vue féministe derrière, c'est important aussi de leur montrer qu'il y a des normes dans la société, que pas mal de gens respectent, etc. Mais on n'est pas obligé, on peut les interroger. Le genre, c'est une construction sociale, etc. Donc moi, j'ai essayé de mettre ce genre de choses en place au sein de notre famille, avec mon conjoint, et qui fait aussi que lui, il est français. Donc, du coup, on a dû beaucoup discuter sur les stéréotypes liés à la masculinité, etc. Parce que c'est pas toujours évident. Sa première réaction, par exemple, quand je lui dis qu'est-ce que tu en penses? On va lui acheter une poupée. Et la première réaction, c'était... que j'avais d'ailleurs écrit comme une discussion dans le 3e livre, c'est qu'il disait mais j'ai jamais vu un petit garçon avec une poupée. Je lui dis, ouais, mais c'est problématique. C'est-à-dire qu'à la crèche, les enfants, filles ou garçons, ils jouent avec plein de jouets. Pourquoi nous, on ne pourrait pas avoir une poupée à la maison pour lui? Pourquoi les parents des petits garçons, ils n'ont pas une cuisine à la maison? Pourquoi on leur achète pas une dinette comme on achète aux filles? Et c'est des petits trucs qui sont... super banalisés et sont entre guillemets banals en fait. Mais en fait, c'est des choix et des propositions dans la vie quotidienne avec lesquelles on peut vraiment élargir en fait le champ de possibles pour les enfants, pour qu'ils deviennent plus libres en fait et qu'ils se sentent plus libres sans être sous les pressions sociales. Je te vois réagir, Prisca. Ouais. Alors, moi, de mon côté, c'est avant tout une discussion, hein, beaucoup de discussions avec mes filles. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'elles ne se laissent pas définir par les autres, en fait, avant tout. Qu'elles puissent se définir elles-mêmes, se chercher elles-mêmes, essayer de réfléchir sur ce qu'elles veulent être, ce qu'elles décident d'être. Et ça, surtout pour des enfants racisés, en plus, c'est quelque chose de très important parce qu'on est souvent enfermés dans une espèce de... Enfin, on est mis dans des cases, enfin, voilà, elles sont mises dans des cases déjà, et je leur dis, c'est vraiment important de réussir à vous définir par vous-même. Ne serait-ce que sur la maternité, elle a 10 ans, mais on discute déjà sur le fait de vouloir ou non des enfants, sur les livres qu'elle voit, sur les dessins animés qu'elle peut voir, les interactions avec les amis. On se questionne aussi sur pourquoi un tel a dit ça, pourquoi un petit garçon l'a tapé 2-3 fois, par exemple, à l'école, et que la maîtresse dise « Non, mais c'est normal, c'est un petit garçon ». Je lui dis « Bon, écoute, donne-lui un autre coup, et puis... » Ouais, moi, j'encourage à la réponse. Et puis, tu lui diras à la maîtresse, c'est normal, je suis une petite fille. Donc, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on discute beaucoup sur les choses qui se passent. Et je les pousse aussi à s'interroger, même sur mon modèle, en fait, sur ma vie à moi, ne serait-ce que ma vie de couple. C'est important aussi que nos enfants puissent nous questionner, parce qu'entre les théories, ce qu'on raconte et ce qu'on peut nous-mêmes, en fait, faire au sein de la maison... Voilà, j'explique à mes filles que je ne suis pas 100% déconstruite, que j'ai vécu et je vis encore dans cette société, qu'à travers mon éducation ici, j'ai aussi intégré énormément de choses. Donc si moi, maman, est en déconstruction, elles ont aussi le droit, on va dire, de réfléchir sur ma façon de vivre, par exemple. Donc on a beaucoup de discussions, beaucoup de questionnements, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, par exemple... il est aussi important pour moi qu'elles prennent réellement leur place au sein des lieux publics, par exemple, que ce soit dans un parc. Moi, je suis... en fait,
elles doivent prendre la place, et puis moi je suis là pour faire garde du corps, quoi. Vraiment. Elles vont jouer au parc, parce qu'on voit aussi comment en fait les petits garçons prennent la place au sein d'un parc. On doit crier, sauter partout. Une cour de récré aussi, partout, et sauf que je ne peux pas rentrer dans la cour de récré. Donc, dommage. donc je vais au parc, moi. Donc voilà. Et je les pousse en fait à prendre la place là où elles sont, à pouvoir interagir et avoir le droit aussi de faire ce qu'elles veulent et ne pas de rester dans un petit coin, être propre, soit jolie, soit voilà. Donc c'est une question d'assurance et d'assumer aussi ses choix et de questionner les choses au quotidien. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que je crois que déjà donner à voir à nos enfants que nous-mêmes on est encore en déconstruction et qu'on questionne son positionnement dans une société, qu'on questionne la société et qu'on n'a pas la vérité, qu'on est en chemin. Je crois que c'est aussi une façon de leur dire, en fait, vous avez droit de nous questionner, de questionner la société et de vous questionner sur votre positionnement. Et déjà ça, en fait, cette posture, c'est de dire, c'est à vous de trouver votre juste place, en fait, ce qui est juste pour vous. Et donc, vous êtes premièrement responsable de ça. Après, à nous, bien sûr, en tant que parents, de vous amener peut-être à penser un peu autrement parfois, surtout quand il commence un peu l'adolescence. Mais déjà ça, je rebondis là-dessus parce que je crois que c'est vraiment... En fait, c'est incarné. Avant de dire, c'est incarner le questionnement, le pas de côté. Est-ce qu'il y a des moments où vos enfants ont mis le doigt sur des contradictions ? Ouais, je pense, ouais. Est-ce que vous voulez en parler ou... Alors, moi, c'était clairement pas. Je donne des exemples où c'est pas moi clairement qui était à l'intérieur, mais ma petite fille, par exemple. Elle a pointé des contradictions d'autres personnes. Voilà. Donc, c'était avec son papa. Mais en fait, ça montre à quel point c'est violent aussi, malgré qu'on puisse lire énormément de livres, qu'on puisse réfléchir sur des choses. Elle s'est retrouvée à l'âge de 9 ans en vacances avec la famille. Donc c'est important aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul dans nos éducations, on est aussi en interaction avec des gens à l'extérieur. Ils font un jeu du verre d'eau. En fait, elle était assise à table, ils discutent, et son petit cousin, enfin son grand cousin, lui sert un verre d'eau. Et elle dit non, j'en veux pas. Donc il lui sert le verre d'eau, il continue. Et puis il joue comme ça. Donc là, il y avait 2 cousins, mon mari et ma fille. Donc il y a 3 garçons autour de la table et il continue à lui servir. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'énerve parce qu'elle n'en veut pas de ce verre d'eau. Donc elle prend le verre d'eau, elle le tire. Donc ça met de l'eau partout et elle se fait disputer par papa. Voilà. Donc on lui parle de consentement, on lui parle de... Mais en fait, on a eu du coup une petite dispute là, en se disant, mais tu te... Enfin là, je dis, mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu la disputes ? Elle, en fait, là, vous êtes 3 garçons. Elle est toute seule là. Là, aujourd'hui, c'est un verre d'eau. Mais demain, ça peut être quoi ? Et qu'est-ce que tu montres à tes neveux, enfin à tes petits-neveux aussi ? Qu'en fait, on peut forcer quelqu'un à faire quelque chose. Aujourd'hui, il avait 12 ans. Il fait ça avec un verre d'eau, mais ça peut être de l'alcool, ça peut être n'importe quoi, en fait. Et là, à ce moment-là, elle a fait la tête à son papa pendant plusieurs jours. Et je lui ai donné tout à fait raison. C'est de se dire, elle s'est retrouvée toute seule en tant que fille, avec 3 garçons, dont son père. Et en fait, pour une histoire de verre d'eau dont elle n'en voulait pas, il en fout partout et elle se fait disputer. Enfin, voilà, ça paraît petit, ça paraît pas grand-chose. Et avec mon mari, il m'a dit, mais attends, c'est bon, il a compris, mais il a fallu 3 jours d'explication pour qu'il comprenne. Et ma fille lui a fait la tête pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il vienne s'excuser. Et elle avait clairement raison. C'est vrai qu'en fait, pour apprendre à nos enfants le consentement, ça commence là. C'est-à-dire, et très très tôt en fait. C'est-à-dire de leur faire comprendre où sont leurs limites en fait. Qu'en fait, ils ont le droit de dire non, en fait, et il faut le respecter, le non. Par exemple, en France, on aime beaucoup dire, en tant que parent, en tant qu'adulte, dire aux enfants, fais-moi un petit bisou, fais-moi un bisou, allez, viens faire un bisou avant de partir, etc. En fait, si l'enfant n'a pas envie de faire bisou, il a le droit de dire non, je n'ai pas envie de faire un bisou. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, c'est avec des petits gestes comme ça qui, comme tu disais, finalement paraissent extrêmement banals, mais en fait, c'est avec ces petits trucs-là qu'on leur montre justement comment il faut réagir. Qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté. Est-ce que j'ai le droit de dire non ? Est-ce que j'ai le droit de prendre la place ? Est-ce que j'ai le droit de crier ? Est-ce que j'ai le droit d'être sale ? Enfin, tout ce genre de choses que les études même prouvent aujourd'hui que même à l'âge des enfants qui sont à la crèche, on ne les traite pas de la même manière. C'est-à-dire chez les garçons, on accepte beaucoup plus les colères. On parle des colères déjà. Enfin, c'est le vocabulaire dont on a parlé
déjà, on parle des colères, et pour les filles, on parle des caprices, comme s'il y avait tout de suite une manipulation inclue dans les expressions des émotions. Et en fait, ça commence très tôt. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des études qui le montrent, parce que c'est, en tout cas entre nous, je pense que c'est quelque chose qu'on a toutes constaté et qu'on sait que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des études qui le prouvent aussi, qui est plus facile donc du coup à expliquer aux autres que effectivement, la notion du pouvoir aussi, c'est à partir de 4 ans dans plein de pays différents, peu importe des cultures, les garçons ou les filles associent le pouvoir à la masculinité, quoi. Après, ce que vous dites, ça m'évoque 2 choses. C'est que, il y a la question du binôme parental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément, ça ouvre des discussions dans le couple. Et puis après, il y a la question de la tribu autour, de qui éduque les enfants. Parce que quand on dit, tu as le droit de dire non, quand on te dit, viens faire un bisou avant de partir, du coup, ça veut peut-être dire à la grand-mère, en fait, c'est OK si elle te dit non pour le bisou. Donc, du coup, forcément, ça va impacter le dialogue avec la grand-mère, qui est souvent la mère. Donc, on imagine ce qui peut se jouer aussi. Et là, c'est viscéral. Hein. On peut vite partir dans, mais attends, en fait, c'est comme ça. La société d'aujourd'hui, c'est ça. Sauf que pour eux, c'est pas ça. Et donc, tout de suite, on arrive sur des discussions qui peuvent être assez sensibles. Et sur la question que tu évoquais, moi j'ai eu sur la question d'être face à ces contradictions parfois, moi j'ai eu le coup sur un livre, un des livres qui est là d'ailleurs, où mon fils a collé sur le mot féministe un jour égaliste. Un jour où il n'était pas très heureux, un peu en colère, voilà. Et bon, derrière cette question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler d'égaliste plutôt que féministe, en tant que tel, ça pouvait être intéressant. La façon de le faire était un peu décalée, mais en tout cas, la discussion était ouverte et c'était assez intéressant. Bon, il a 13 ans et donc forcément, il va aller me chercher là où ça va, là où moi ça me touche, et là où de l'autre côté, puisqu'on est donc une famille, enfin, on est séparés avec le père, là où de l'autre côté, c'est sûr qu'on me colle cette étiquette féministe. Et les enfants, ils vont chercher là où ça fait mal. Donc ça nous pousse à aller, encore une fois, re-questionner, rediscuter et avancer. C'est effectivement ça, c'est d'être à l'écoute de ces enfants qui est le plus difficile et qui est la seule façon finalement de créer de dialogue avec les enfants. On ne peut pas les éduquer de manière dogmatique, de leur dire là tu vas prendre une poupée, tu vas jouer avec une poupée, ou toi tu vas faire de la motricité en tant que fille, c'est obligatoire. C'est pas du tout ce que... Enfin, souvent... J'ai l'impression que quand on parle de parentalité féministe, on a l'impression justement que c'est quelque chose d'extrêmement dogmatique, quelque chose qui rajoute encore plus de culpabilisation pour les parents, etc. Et de poids sur les mères aussi, parce que comme surtout, on sait que c'est encore la charge parentale repose principalement sur les mères, ça peut être une nouvelle injonction à, en plus, non seulement être une mère bienveillante, et en plus une mère féministe. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on considère malheureusement encore que l'éducation, c'est le travail des mères, en fait. Et ça, c'est justement, c'est un truc qu'il faut absolument changer. Il faut inclure les conjoints, les conjointes dans l'histoire. S'il y a 2 parents dans l'histoire, d'ailleurs, des configurations familiales sont très larges aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est ça, le fait d'être à l'écoute à l'enfant, je pense que c'est le boulot le plus difficile en tant que parent, parce qu'effectivement, ça nous demande, comme vous avez dit déjà, il faut qu'on s'interroge nous-mêmes, en fait, tout le temps. Et c'est à l'adolescence, moi, mes enfants sont encore petits, donc je ne suis pas encore là, mais je sais qu'ils vont me mettre face à moi-même très, très vite. Vous l'avez dit, toutes les 3, on n'est pas seul en fait à participer à l'éducation des enfants. Ça, c'est un truc qui est important, je pense. Il y a le couple parental, ou parfois on est parents célibataires aussi, ça arrive. Et il y a des familles recomposées où il y a des beaux-parents, il y a des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins. Il y a des enfants qui vont souvent à l'école et qui sont donc confrontés à d'autres adultes et à d'autres enfants. Et on est tous à des niveaux de déconstruction et de cheminement sur l'éducation féministe, antiraciste, anti-homophobie différents. Comment est-ce qu'on gère ça ? Parce que moi, parfois, je suis épuisée. Pendant ma grossesse, notamment, quand on me demandait sans arrêt c'est une fille ou c'est un garçon, et que moi je disais on ne sait pas et on ne veut pas savoir parce qu'on trouve que ce n'est pas une info très importante. Les gens étaient là, si, mais il faut savoir, il faut se préparer, c'est important. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais lâché et je disais n'importe quoi. Je disais un coup c'est une fille, un coup c'est un garçon, je disais un coup c'est un lapin. Parce que vraiment, j'en avais ras-le-bol. Comment on gère ça avec des inconnus, avec des proches
et avec des institutions comme l'école, comme les médecins, la crèche. Pour ma part, je vis un peu avec deux mondes. Mes deux garçons sont dans une école catholique privée et ma fille est dans une école alternative en plein cœur de Lyon. On est de Lyon et les autres sont dans la banlieue plutôt favorisée lyonnaise. Donc dans une école alternative où la déconstruction, le questionnement, ces questions du féminisme, du consentement sont évoquées presque tous les jours. Le prof d'histoire revoit toute l'histoire avec des femmes, avec des exploratrices, donc il a vraiment cette dimension-là. Et de l'autre côté, quelque chose où on a encore papa est au travail et maman fait à manger, à dessiner pour le petit dernier. Donc j'ai vraiment, c'est hyper intéressant de voir à quel point en fait ce contexte-là a un impact sur notre quotidien à la maison. Parce que ce qu'on va dire ou les questions qu'on va apporter sur ces sujets-là, ils vont être retoqués souvent par les garçons, surtout par l'aîné. Et le petit dernier, bon là il a 6 ans maintenant, mais avant il allait assez facilement à l'école avec éventuellement un peu de vernis, un petit bijou, des petits... Bon bah là on voit que ça y est, le regard des autres a un impact et donc maintenant il y va, mais il sait pas trop quoi. Et de l'autre côté, avec ma fille, ces discussions on les a. Et là ce soir elle sait qu'on est là et elle est super contente et voilà les garçons ça leur passe à côté, ils vont plutôt aller s'appuyer sur des discours qu'ils peuvent entendre de l'autre côté où là ma fille a une machine à coudre et mon fils je sais plus ce qu'il a, enfin voilà, donc c'est très normé. Et clairement pour nous au quotidien c'est un enjeu. Voilà, le contexte d'éducation en dehors est soit fragilisant, soit renforçant. Et à l'inverse, on voit que dans cette école alternative, où tous ces enjeux de déconstruction, y a certains enfants qui ne l'ont pas chez eux. Quand ils rentrent chez eux, c'est difficile. Voilà, parce qu'ils se permettent, ils s'autorisent à être ce qu'ils sont à l'école, jusqu'à leur sexualité et tout. Sauf qu'à la maison, ça passe pas. Donc pour les enfants, cette dissonance cognitive, elle est parfois dure à vivre. Elle est dure à vivre en tant que parent, mais ça c'est notre choix. Mais pour les enfants, c'est aussi pas forcément simple. Moi, je pense qu'en fait, effectivement, ce qui est épuisant pour les parents, c'est parce qu'on a l'impression que c'est que notre responsabilité. C'est ça le problème, en fait, c'est que nous, qui sommes des gens éduqués, qui ont des moyens de s'acheter des livres, de s'éduquer à nous-mêmes à la maison, etc., il y a plein de gens qui n'ont pas ces moyens-là, en fait, qui ne peuvent pas, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il faudrait que dans les écoles, ils mettent en place des formations pour les enseignants, pour les enseignantes, etc., pour justement que ça ne devienne pas un truc épuisant que pour les parents et surtout pour les mères, tu vois. C'est vraiment, il faut mettre en place des initiatives de niveau d'éducation nationale. Et je vois par exemple des différences entre la France et la Finlande, c'est qu'en Finlande, moi je pensais que c'était dans tous les pays européens que c'était toujours pareil, c'est que moi quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, on a appris à travailler le bois en tant que fille ou garçon, on a appris à coudre, on a appris à faire à manger à l'école. Enfin, on avait des cours d'éducation ménagère. Oui, tout à fait. Même à repasser les draps, ce que je fais toujours pas, mais bon, bref. Il y a plein de trucs comme ça, en fait. Et c'est que ici, en parlant avec les Français, que j'ai compris qu'en fait, ah non, ici, c'est pas du tout le cas, mais... Ça a existé, mais que pour les filles. Justement, c'est ça. Mais c'est ça, 50, que pour les filles. Mais pourquoi que pour les filles, en fait? C'est des trucs, c'est des petits trucs d'initiative de l'école, en fait, qui montrent déjà que les garçons doivent aussi savoir faire à manger, de les autonomiser, de leur donner indépendance, de voir comment on lance une machine à laver, quoi. Des trucs de base, en fait. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui je ne sais pas si on devrait le mettre en place en France, forcément comme ça, mais en fait, c'est des trous de l'éducation, en fait, ici. Alors, moi, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, le fait aussi de dire que le parent ne devrait pas être seul pour s'occuper de l'enfant, on va dire, à l'école. Alors moi, j'ai le problème inverse. En tant que femme noire, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est de se dire que l'école est sachant, c'est mieux que moi, comment éduquer mes enfants. C'est mieux que moi, parce que moi, forcément, je ne sais pas, j'ai peut-être pas les bons codes, je viens peut-être d'une autre culture, donc il faut qu'on m'apprenne bien la culture française pour mes enfants. Peut-être que j'éduquerai pas bien, j'aurai une maltraitance. Enfin, je dis tout ça parce que, par exemple, quand je vais chez le pédiatre avec ma fille qui avait à l'époque 3 ans, j'arrive chez le pédiatre.
Alors, il faut savoir qu'à Madagascar, on ne pratique pas l'excision. Hein, donc, rien que ça. J'arrive chez le pédiatre. La première chose qu'elle demande, allez, pas la première chose, j'exagère, au bout de 5 minutes, elle demande à mes filles, elle me dit, on va regarder vos filles, on va regarder en fait l'intimité, la vulve. Elle appelait ça la zézette à l'époque. Et elle veut déshabiller ma petite de 3 ans et celle de 8 ans à l'époque. Donc, elle force celle de 3 ans. Au bout d'un moment, je dis non. Elle la force clairement. Parce que bien sûr, derrière tout ça, elle se dit, femme noire, excise ses enfants. Elle ne se demande même pas de quel pays, quels sont les pays qui pratiquent l'excision. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai été choquée. Ma fille de 8 ans s'est mise à pleurer. Elle voulait pas qu'on... Et donc, pour elle, c'était encore plus bizarre, en fait. Comment ça, elle veut pas... Donc, elle a vraiment insisté. Elle a dit, la prochaine fois... Alors, on ne fait pas ça pour la grande tout de suite, mais la prochaine fois. Bien sûr, je suis parvenue, vu ce qu'elle a fait à mes enfants. Mais voilà, c'est de se dire, il y a toujours ce doute de la maltraitance, ce doute... où on va mettre, on va dire, le nez tout le temps, on va remettre en question l'éducation du parent, on va remettre en question les capacités du parent, de l'enfant. Donc quand je vais à l'école de mes filles, par exemple, on a vraiment des comportements des enseignants qui sont clairement problématiques, quoi. Donc pour moi, l'extérieur est quand même très agressif, on va dire. Et mes enfants le sentent parce qu'il y a une dissonance aussi cognitive justement sur la façon dont les enseignants, les autres adultes se comportent vis-à-vis de leurs parents, de leur mère surtout parce que mon mari il n'est pas noir. Donc de se dire comment les autres adultes se comportent vis-à-vis de leur mère et vis-à-vis d'elle aussi. C'est parce que ce qu'on me dit à moi, on le fait ressentir aussi régulièrement à mes enfants. Cette criminalisation, par exemple, un truc tout bête, ma fille perd son stylo parce que c'est une copine qui lui a pris et la maîtresse lui dit mais il n'y a pas de ça ici, chez nous il n'y a pas de ça. Mais y a chez pas de nous, quoi chez qui? Il n'y a pas de ça ici, de quoi? Et lui dire non, on ne vole pas chez nous ici, mais chez vous l'école est à vous, c'est chez vous. En fait ce qu'elle veut me dire par le chez nous il n'y a pas de ça, c'est pas chez nous à l'école, c'est que chez nous dans notre culture il n'y a pas de ça, on ne vole pas. Donc en fait la petite fille a rendu le stylo en disant il n'y a pas de ça chez vous. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça en fait où il y a des injonctions, il y a des choses qui se jouent en tant que parents racisés et où clairement l'éducation, l'école, les institutions prennent la place et savent et sont des sachants. Et le parent est forcément maltraitant, mauvaise éducation, mais les enfants devant les écrans à toute la longueur de journée ne s'occupent pas des devoirs, ou s'en occupent trop, ou alors instrumentalisent les enfants. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, du moins. Mais ça, c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que moi, je le vois, hein, puisque avant, j'étais dans la norme, et puis je ne suis plus dans la norme. Et il y a comme une fragilisation, en fait. C'est-à-dire que c'est une femme qui est partie avec une femme, en plus, ça s'est bien su et tout, ça a été bien compliqué. Donc, un regard différent, en fait. Donc, en plus, son fils, il vient avec des bijoux. Et c'est vrai qu'il y a une fragilisation de son rôle parental à partir du moment où on n'est pas dans ce qui est le référentiel d'un couple parental dit normal, quoi. Et ça, c'est hyper fragilisant, parce que déjà, c'est pas simple d'être parent. Je pense qu'on le sait. On n'a pas de mode d'emploi. Mais là, en plus... on a aussi ça à gérer et donc le regard de la société. Et l'école là-dessus, sur tous ces sujets-là, il y en a beaucoup qui font des démarches personnelles pour se former, les enseignants. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est très hétérogène en fait, selon les enseignants, leur volonté personnelle de faire du travail de dessus ou pas. Exactement. Et c'est pas encore assez porté et par les écoles en tant que telles et par clairement l'État et les institutions, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est pas égal du coup. C'est-à-dire que si tu tombes sur une bonne prof qui n'a pas des manières d'éduquer qui sont sexistes ou racistes, tant mieux. Mais en fait, c'est une loterie en fait. Et c'est ça qui est problématique, c'est que en fait, moi, j'aimerais bien que quelqu'un comme toi va consulter l'éducation nationale pour des questions, pour tout ce type de questions. Moi, j'ai eu aussi je vois ce que tu veux dire dans le sens par rapport au sexisme. C'est que moi, je suis allée voir, par exemple, l'enseignante de mon fils, parce que j'ai entendu qu'il y avait une histoire de son copain qui a porté un pantalon rose à l'école à 4 ans. Et qu'il il s'est fait moquer à cause de son pantalon. Il ne voulait plus jamais le mettre. Et en fait, je me suis dit, mais il faut quand même aller voir l'enseignante, hein, avoir une vraie discussion, qu'elle a une discussion avec tous les élèves. Et en fait, j'ai reçu quand même une sorte de... elle est presque morte de rire, en fait. Un peu genre, bon, j'ai un peu autre chose à faire qu'à parler de ça.
Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'initiatives on peut juste. Elle, en plus, elle faisait quand même des discussions philosophiques avec les enfants, etc. Je lui dis, mais pourquoi vous pourriez pas parler, par exemple, des questions de couleur? Parce que, en fait, s'il y a une rose qui peut appartenir qu'aux filles, on est mal barré là, à 4 ans quand même. Enfin, s'ils ont pas, mon fils, il n'avait pas le droit d'utiliser un feutre rose, etc. C'est quand même les enfants apprennent ce que nous on leur apprenne, et si les gens autour acceptent ce type de comportement, ce type de paroles, par exemple, que ce soit raciste, que ce soit sexiste, que ce soit dégradant et dévalorisant, ils apprennent qu'en fait, ok, donc c'est comme ça que je dois être, il faut que je me mette dans le bon chemin, entre guillemets, qui est conduit par quelqu'un, par la société, par la norme. Je rebondis un peu sur ce que vous racontez tous les trois. Bon, c'est bien sûr très choquant ce que tu racontes, Prisca. Est-ce que toi, tu as le sentiment de devoir protéger tes enfants? Est-ce que tu as mis des trucs en place pour les protéger? Est-ce que tu dois rattraper le coup après? Bien sûr, en fait, je parle énormément, par exemple, après sur tout ce qui est question de racisme, des petits, les enfants, on en parle dans le podcast d'ailleurs, c'est le sujet du podcast, c'est clairement des tout petits, les enfants voient en fait les différences, voient en fait et intègrent aussi les stéréotypes et les préjugés des tout petits. Quand je discute avec des mamans, par exemple, que ce soit sur Insta ou sur les autres réseaux, c'est à 3 ans que les premières agressions racistes arrivent dès la toute petite enfance à l'école primaire, dès la première année de maternelle. Donc il faut en parler avec les enfants, il faut expliquer, il ne faut pas dire moi du moins je dis qu'il ne faut pas attendre que cette agression arrive. Ma fille, oui, ça s'est passé à 3 ans, ça s'est passé à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. Ça arrive et c'est dans son quotidien, c'est pas une fois dans la journée ou une fois l'année scolaire. C'est plusieurs fois dans la journée parfois et on ne peut faire autrement que de lui en parler et de donner des stratégies aussi. Donc c'est aussi une charge raciale pour le parent, mais c'est une charge aussi pour l'enfant, parce qu'en fait, elle n'a pas une enfance sereine. Elle doit penser à chaque fois à des comportements que les autres auront envers elle. Par exemple, ces histoires de cheveux, de toucher les cheveux des gens. Je me dis, mais tu vois, là, si je m'approche de toi et que je te mets la main dans... Tu vois, voilà. Forcément, j'ai un mouvement de recul, ouais. Bien sûr, parce que ton corps t'appartient, le consentement est encore là. C'est de se dire, on ne touche pas les gens comme ça. On a des règles sociales qui font qu'on ne va pas se mettre à toucher les gens, toucher le ventre, toucher les cheveux, toucher... Voilà. Donc ma fille, depuis toute petite, c'est ce qu'on fait. Et puis des fois, il y a des gens... Une fois, j'ai surpris la maîtresse à parler. Elle avait ma fille à côté, puis c'était son chien, en fait. Elle était là, tranquillement, en parlant à quelqu'un d'autre. Et ma fille, elle ne pouvait pas bouger du genre. Elle la tenait pour lui caresser la tête. Et moi, j'ai touché la tête de la dame. Je suis arrivée, j'ai fait pareil. Et je dis à ma fille, on te touche les cheveux, tu fais la même chose à la personne. Il y a une copine à elle qui lui touche et tout ça, qui dit machin. Et je lui ai dit, écoute, t'as fait de l'équitation? Regarde, tu trouves pas qu'elle ressemble un peu à Caramel, sa queue de cheval? Et tu fais pareil, parce que ce qu'elle te raconte sur tes cheveux, que ça fait mousse, que ça fait ci, en fait, si tu passes des heures à lui expliquer, ta copine, elle a beau être ta copine, elle va mal le prendre. Parce que oui, il va falloir qu'elle fasse attention aussi à comment les autres vont ressentir le fait qu'il l'agresse. Oui, parce qu'il l'agresse, mais elle va devoir faire attention à bien les emballer dans un petit paquet cadeau pour leur dire « Excusez-moi, mais vous m'agressez là ». Donc j'explique à ma fille, en fait, tu ne vas pas leur expliquer. Tu lui fais la même chose, l'effet miroir. Tu vois, elle fait ça, t'arrives, tout sourire, et tu lui fais la même chose. Et tu fais la chose quand elle t'animalise sur les trucs, tu fais c'est pour ça qu'on appelle ça queue de cheval, ça fait la même chose que mon poney. Voilà, elle va tout de suite comprendre qu'il y a un petit problème en fait. Et les gens, parfois, ont perdu du temps à leur expliquer. L'effet miroir marche très bien. Et je donne en fait des techniques comme ça à mes enfants, mais on est obligé d'y réfléchir. Parce que là où sa copine, par exemple, elle est passée à autre chose, ma fille, 2 ans plus tard, elle me reparle encore de ses agressions. Et quand on parle à sa copine, elle ne s'en rappelle plus. Ma fille, 5 ans plus tard, elle sait encore exactement ce qu'on lui a fait à un moment bien précis. Et c'est important déjà qu'elle puisse en parler, c'est important que je puisse l'écouter, et c'est important aussi qu'elle puisse essayer de trouver des parades, on va dire, à toutes ces petites agressions. Merci pour cette masterclass. Tu m'appelles quand tu veux. Alors les protéger, le truc c'est que ça se passe quand on n'est pas là.
Par contre, questionner, être vigilant sur savoir si ça se passe bien. Nous, en l'occurrence, on a eu affaire à un peu de harcèlement scolaire pour ma fille. Le dernier, finalement, il est né dans notre histoire, donc j'irais, pour le coup, ça passe plus facilement. Et mon fils aîné, lui, il en parle que à ses très très bons amis pour qu'il n'y ait pas de risque. Quand tu dis il parle du fait que sa mère est en couple avec une femme. Je suis en couple avec une femme, et voilà. Du fait que je sois féministe, je pense pas qu'il en parle, non. Et par contre, pour ma fille, en fait, alors moi, j'ai invité l'école à faire appel. Enfin, je les ai mis en contact avec SOS Homophobie pour qu'ils viennent intervenir, pas forcément devant les élèves, mais au moins pour accompagner le corps professoral, afin de non-recevoir. Là, en l'occurrence, pour le collectif famille, on a lancé aujourd'hui un guide très facile, très bienveillant, très reliant, mais juste pour adresser quelques petits mots et ouvrir le sujet. Mais pour ma fille, quand elle a eu ses problèmes à l'école, en fait, ça s'est réglé un jour. J'étais dans la cour de récréation, je traversais parce que j'allais la récupérer, donc j'avais le droit d'être là. Et j'ai vu ce petit garçon qui l'embêtait régulièrement. Je suis allée le voir. Très simplement, mais je lui ai dit, écoute, si tu as quelque chose à me dire par rapport à qui je suis, je t'invite à me le dire maintenant, puisqu'on a l'occasion d'en discuter. Ça la concerne pas, en fait. C'est sa maman, et forcément, il a pas trop su quoi me dire, et puis ça c'est fini. Voilà. Mais après, par contre, on travaille sur aujourd'hui beaucoup par la communication non violente. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait ? Comment je peux lui dire ce que ça me fait en moi ? Et puis après, voilà, essayer de laisser tomber. Et ça, en ce sens-là, c'est un peu moi j'essaye toujours de voir le positif derrière tout ça. C'est que en fait, ils font un gros travail sur eux, sur qui ils sont, sur qu'est-ce que ça leur fait, sur la différence entre ce que je suis et ce qu'ils sont. Et c'est quelque chose que moi j'ai pas du tout fait quand j'étais petite. Donc ils ont un petit cran d'avance là-dessus. Voilà. Donc c'est le côté positif, c'est le côté positif de la chose, parmi tant d'autres. Moi, je suis extrêmement admirative. Vous avez plein de ressources avec vos enfants. J'ai l'impression que vous avez une super relation avec vos enfants. Vous avez créé vraiment un lien de communication, parce que moi, je suis persuadée que c'est le seul truc qui marche, en fait, c'est la communication avec les enfants, et effectivement de leur montrer comment faire. Enfin, mais je pense que c'est difficile. C'est vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, en fait, les parents cherchent toujours une sorte des guidelines, comment exercer le travail de parentalité. Et en fait, ce qui est difficile d'accepter, c'est qu'il n'y a pas des vérités. Tous les enfants sont différents, tous les parents sont différents, toutes les relations sont différentes, etc. Et c'est ça qui est difficile dans la parentalité. Après, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, que tes enfants, ils ont une éducation différente, du coup, à ce que toi, tu as eu. Mais moi, par exemple, je vois que je me souviens très bien dans mon enfance que mon petit frère était le seul garçon du quartier, et nous, on était des filles. Il y avait des filles, et on avait toutes mis des petites jupes. Et un jour, il avait, je pense, 5 ans, et il disait mais moi aussi, je veux faire partie du groupe, je veux mettre une jupe. Et je me suis fait ça toute ma vie, que ma mère et mon père, ils se regardaient, ils se disaient pas de problème, ok. Et ça a resté comme une image dans ma tête qu'en fait, ils ont pris une décision, ils ont fait un choix, et ça m'a marqué pour la vie. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que c'est génial, en fait. Il a le droit s'il a envie de mettre un jupe, il peut mettre un jupe. Et je pense que c'est des choses qu'effectivement, en tant qu'adulte aujourd'hui, c'est drôle, mais ça a vraiment resté. Et que même si mon fils veut mettre une jupe, j'aurai la même réflexion, sans me sentir genre que je vais être jugée par mes parents ou pas forcément par l'entourage que j'ai en Finlande, etc. Juste comme une petite anecdote pour dire qu'effectivement, ça va de génération en génération, et on peut changer des choses. On approche de la fin de notre discussion, donc préparez vos questions, ça va être à vous, votre moment pour briller, et vous aussi sur le live. J'avais 2 dernières questions, une justement sur la question des ressources. Donc s'il y a des parents dans la salle, ou peut-être des futurs parents, quelles ressources vous pouvez leur conseiller pour s'informer sur ces questions-là? Alors moi personnellement, je recommande le podcast de Prisca, Les enfants du bruit et de l'odeur, sur toutes les bonnes applis de podcast, vous le trouverez. Je recommande aussi les ouvrages de Pila, le guide féministe de la grossesse, et le dernier 30 discussions sur
à avoir sur l'éducation pour une éducation antisexiste. Merci. Voilà, qui sont des bonnes ressources. Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous voulez parler? Ça peut être des films, des séries, des livres, des émissions. Des bouquins. Hein. Alors j'en ai amené une petite sélection. Et ça, c'est le travail de Solène, ma compagne, qui est là, que je remercie, qui fait ce travail de lecture, de référencement, d'accompagnement, de questionnement. Après, il y a Chica aussi, Chica Magazine, qui est un super magazine, hein, ils font un travail formidable. Et puis, moi, en fait, je pars du principe que je crois que tout ce qui est en marge, en fait, ce qu'on appelle en marge de la société, tout ce qui est intime et universel. Et donc, je vais beaucoup chercher, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup. Et finalement, il y a tellement de choses qui se rejoignent en ce moment. Il y a une espèce de trame, de lame de fond. Et donc, oui, ton podcast, le podcast de Les enfants vont bien, par exemple, de Constance, qui est aussi formidable sur les familles LGBT, voilà, qui montre que chaque famille va puiser justement dans ce qui est juste pour elle. Et qu'à partir de là, en fait, on peut faire famille. Et est-ce qu'on est des bons parents? En tout cas, on fait au mieux, quoi. Donc voilà. Et puis après, il y a des jeux qui sont aussi super sur les privilèges, sur tout ça, qui sont hyper intéressants aussi à proposer aux écoles de nos enfants. Voilà. Et puis nous, on a pas mal de ressources sur le site du collectif Famille. Vous pouvez aller voir aussi. Voilà. Mais vraiment, pour moi, l'intime universel, c'est ce qui va faire changer. Quoi, et puis voir ce qui résonne en nous. Moi, je peux rajouter sur la liste des super livres de jeunesse un livre que j'ai particulièrement aimé, et que surtout mes enfants, donc c'est pour ça que je l'ai lu plusieurs centaines de fois. C'est un tout petit livre d'école de loisirs qui s'appelle Un truc de fille ou de garçon, de Clémentine de Pontavis, qui d'ailleurs fait aussi un podcast pour les enfants, je crois. Je ne l'ai pas encore écouté, mais je vais le faire. Et le livre est extrêmement simple, qui explique justement des situations que les enfants rencontrent à l'école ou entre amis, où on dit « Ah, t'es un garçon et tu veux faire de la danse » ou « T'es une fille, tu ne peux pas être présidente de la République », etc. Et en fait, dans le livre, elle explique qu'est-ce qu'on a besoin pour faire de la danse. Ok, on a besoin de 2 jambes, on a besoin de bras, on a besoin d'envie de danser, de sens de rythme, etc. En fait, ça explique de manière très simple pour les enfants. Ça déconstruit en fait tous les clichés et tous les stéréotypes liés à ce que les garçons ou les filles peuvent faire. Et je le conseille vraiment vivement. En plus, les personnages sont non genrés dans le livre. Je trouve ça formidable et très simple, facile à lire le soir. Et effectivement, mon fils, en tout cas, il a tout à fait accepté le message. Il me dit toujours, quand quelqu'un dit non mais ça c'est pour les filles, il me dit non, il n'y a pas des trucs de filles, il y a des trucs de garçons. Il n'y a que des trucs. Moi, je vais vous conseiller d'aller dans notre librairie en ligne déjà. Hein. Il y a plein de livres. Donc, belle référence. Les enfants du bruit et de l'odeur, qui s'appellera Livre librairie bientôt. Donc là, vous avez des livres, bien sûr, qu'on a sélectionnés nous. On a des grilles pour voir aussi pour tout ce qui est représentation, parce que c'est pareil, en fait. Moi, je suis toujours choquée de voir, par exemple, à l'école, que tous les personnages principaux sont blancs, en fait, je me dis, mais dans quel monde vivons-nous, en fait? Clairement, c'est normal, ça choque personne que tous les jouets sont blancs, tous les personnages principaux sont blancs, mais les autres, ils sont où? Ils sont là, mais on ne les voit pas. À force de ne pas voir les couleurs, on ne voit pas non plus les gens. Donc voilà, donc c'est vrai que je fais... Ou alors on les voit quand il y a le sujet à traiter. Voilà, c'est ça, exactement. Ou le sujet à traiter, ou alors Kirikou, c'est ce que je dis, le syndrome Kirikou. Ouais, on s'en est tapé du Kirikou. Traumatisme. Donc voilà, c'est de se dire aussi, présenter d'autres imaginaires pour pouvoir ouvrir les champs des possibles, mais à tous les enfants, parce que pour les enfants blancs qui n'ont accès qu'à ça, qu'est-ce que ça leur... Ils se construisent quoi dans leur imaginaire à eux aussi. Donc c'est vraiment pour tous les enfants de présenter d'autres modèles, d'autres histoires, d'autres récits, ne pas avoir un regard autocentré. Je trouve que c'est la moindre des choses qu'on peut faire en tant que parents pour pouvoir proposer autre chose à nos enfants, en fait. C'est que nous-mêmes, déjà, d'aller s'interroger, tout simplement. D'aller regarder la bibliothèque de ses enfants et de compter. Ah ouais, non mais ça, c'est le truc que je dis toujours. Regardez la bibliothèque de vos enfants et regardez les personnages, regardez ce qui est dit, en fait. Et puis ça va vous dire aussi un petit peu où est-ce qu'on en est.
Et puis après, dans tout ce qui est, il y a le compte Mon Fils en Rose de Charline que j'aime beaucoup, moi, que je Sur suis. Instagram, Voilà, du coup. exactement. Alors j'ai un podcast que j'aime beaucoup aussi, que j'écoute. Alors là, ça vous questionne aussi pas mal. Bah, c'est sur les questions du féminisme. Hein. C'est Le Cœur sur la table. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, C'est celle qui fait Victoire Toilion, ouais, voilà, c'est ça. chez Binge Audio. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant. Ça permet de se questionner. Puis les podcasts, c'est sympa parce qu'on peut faire des milliards de choses et en fait, en même temps, quand on n'a pas toujours du temps de cerveau disponible, ça passe comme ça. Et puis il y a 2-3 trucs qu'on peut attraper. Et puis après, écouter les gens, en fait, tout simplement, discuter entre nous, savoir aussi entendre réellement ce que les autres disent. Ça, je pense que c'est important. Ça permet aussi à montrer à ses enfants de se dire, bah ouais, on peut ne pas être d'accord, mais c'est bien d'entendre la parole de l'autre, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient la parole. Voilà. Merci beaucoup. Ma dernière question, du coup, avant de passer aux questions du public, c'est une question sur laquelle on pourrait écrire des thèses. Du coup, là, je vais vous demander un petit peu de synthèse, parce qu'il nous reste 2 minutes globalement, et pas 2 minutes par personne. Hein. Voilà, donc c'est très court, mais en quelques mots, pour vous, c'est quoi votre rêve de société pour les adultes de demain? Oh là. Égalitaire et libre pour les enfants, qui puissent devenir ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent d'être. Bah, déjà, on est dans une urgence climatique, donc ouais, je pense que revoir les modèles, hein, repenser un petit peu sur les choses que nous vivons aujourd'hui, parce que en fait, le climat va mal. Bon, je suis un peu défaitiste là, mais il n'y a pas que le climat qui va mal. En fait, il y a énormément de choses. Et on parle du monde d'après. J'ai entendu ça depuis tout le confinement, mais moi, je le vois pas ce monde d'après. On le réfléchit même pas, en fait. Bah moi, ce serait d'inviter chacune dès le plus jeune âge à se connecter à sa singularité, vraiment à ce qu'il est ou ce qu'elle est profondément. Et je pense que si on arrive à faire ça, on va résoudre un certain nombre de problèmes qui sont... Parce que si on est bien, on peut se connecter aux autres et donc on se connecte aussi à notre planète, quoi. Donc voilà, je crois que c'est vraiment ça, se connecter à ce qu'on est et s'autoriser à être ça. C'est même pas s'autoriser en fait, c'est être ce qu'on est, quoi, et pas être construit dans un truc qu'on nous propose qui n'est pas ce qu'on est, quoi. Voilà. Donc et ça j'y crois, et moi j'ai la conviction qu'on est dans ce moment de métamorphose et que on a la chance de le vivre et de pouvoir contribuer, et donc j'y crois, mais il faut y aller collectivement aussi. Génial. Est-ce qu'il y a des questions du coup peut-être sur Twitch ou pas? Je me tourne vers Anthony qui a le micro. Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Okay. Ouais, pas hyper bien. Peut-être que le masque gêne un peu. Peut-être que le réglage est en cours, je ne sais pas. Il y a une question sur Twitch, ouais. C'était pourquoi est-ce que les femmes enceintes sont considérées comme stupides par certains médecins? Ok. Rapproche-toi de nous sinon. Je peux la redire éventuellement. Ouais. Pourquoi est-ce que les femmes enceintes sont considérées comme stupides par certains médecins? Pourquoi les femmes enceintes sont considérées comme... Stupides. Stupides, ah. C'est lié au stéréotype qu'on a de la femme enceinte, que son cerveau est en train de fondre, qu'elle devient juste, qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit, que aussi, enfin voilà, je pense que c'est lié à beaucoup d'ouvrages aussi qu'on a qui reproduit cette image-là d'une femme enceinte. Alors clairement, moi j'ai pas la réponse, je suis pas une encyclopédie, donc non, je devrais peut-être interroger pourquoi. Ouais. Ou peut-être parce qu'ils peuvent pas être enceintes, les médecins masculins, je sais pas. Moi, je sais pas, j'avoue que je sais peut-être l'infantilisation, voilà, et puis notre rôle. C'est marrant, je lisais ce matin en venant là que pour moi, dans les représentations, ce que j'avais appris à l'école, c'est que le spermatozoïde allait directement à l'ovule, mais en fait, l'ovule a son rôle aussi, c'est-à-dire qu'il bouge, et que du coup, c'est un truc à deux. Mais ça, on ne nous l'a jamais appris. Donc voilà, il y a peut-être pas mal de choses à revoir autour de tous ces sujets assez rapidement. Ouais, je pense qu'il y a aussi un truc qui se joue sur le fait que la personne qui est enceinte est censée se centrer sur sa grossesse, sur son bébé, rentrer dans l'intériorité, et donc ce qui se passe autour est censé ne plus l'intéresser. Donc il y a un peu c'est pour ça peut-être stupide, je sais pas, mais en tout cas centré sur son fœtus en train de grandir, et donc pas intéressé. Et
est-ce que je pense pas que ce soit une réalité biologique, mais si c'est le message que la société te renvoie en mode tu dois être tellement heureuse, tellement épanouie, tellement dans l'attente de cet enfant et centrée que sur cet enfant, bah, peut-être que tu vas essayer de t'y conformer, et donc d'où voilà, ça entretient le stéréotype. Alors, moi, je me questionne aussi dans quel sens est ce mot stupidité. Est-ce que c'est parce que c'est le médecin le sachant et qu'en tant que patiente, on n'a pas la connaissance? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Parce que dans ces cas-là, c'est clairement patriarcal aussi, dans ce côté homme sachant, médecine sachant, et les personnes qui viennent se faire soigner sont clairement dans l'attente et ne connaissant pas grand-chose. Mais ça, c'est évident, c'est que le monde scientifique est géré par les hommes. C'est un regard masculin depuis toujours. C'est sûr qu'en fait, dans le corps médical, il y a un côté extrêmement patriarcal et extrêmement sexiste envers les femmes enceintes. Donc ça vient forcément de là-bas. C'est aussi le fait qu'on pense que l'expérience de la grossesse est uniquement une expérience féminine, que ça se passe uniquement dans le corps de la femme, que c'est physique et que c'est pour tout le monde, pour toutes les femmes, c'est pareil, c'est la même. Et que ça se passe de manière singulière parce que dans la médecine, c'est exactement comme ça qu'on le présente. Et en fait, justement, toutes les questions du côté pour parler de la grossesse comme une expérience sociale ou psychique, c'est assez inexistant. C'était une des raisons pourquoi on a écrit le premier livre, justement parce qu'on s'est dit, mais on ne peut pas être les seuls qui se posent ces questions-là ou qui vivent dans ce monde qui nous entoure. C'était tellement, il y avait un clivage énorme par rapport à comment on était traité à la maternité par les médecins ou comment ce qu'on lisait dans les ouvrages sur la grossesse. Ça ne correspond pas du tout à la réalité, en fait. Oui, je pense que ce mot stupide, il est quand même un peu fort. Je ne suis pas sûre que ça représente la majorité des médecins. Par contre, le fait que, du coup, on appartienne, on soit fragile et que finalement, on n'a plus complètement la main sur notre corps et tout, et qu'il dépend aussi d'autres, ça, c'est quelque chose de généralisé et qui est complètement à retravailler. Après, le mot stupide, je pense que c'est un peu fort et peut-être stigmatisant. Infantilisant, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, on arrive au cœur de problématiques. C'est le corps de la femme. À qui ça appartient, qui a le droit de décider pour le corps de la femme. Aujourd'hui, la grossesse, c'est quand même... il s'agit d'un corps de la femme. Donc, du coup... et en fait, du coup, vu que les médecins ont le droit de décider comment on le traite. Du coup, en fait, on perd un peu notre indépendance par rapport à notre corps. Et quand on a parlé des limites de tout ça, en fait, c'est très compliqué parce qu'on nous montre en fait qu'il faut que tu te taises, tu respectes le corps médical, etc. Et en fait, il y a beaucoup de femmes justement qui se retrouvent pas dans le discours de l'expérience de la grossesse parce que et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui font une dépression, pendant la grossesse, après la grossesse, et on n'arrive pas vraiment le signaler en fait, parce que les gens ne sont pas formés à ça, parce qu'on pense que en fait, ça se passe comme ça, et voilà, c'est tout. Puis historiquement, la médecine a aussi une longue histoire avec le corps de la femme, que ce soit des expériences gynécologiques, la torture des corps racisés d'ailleurs, dans la découverte de forceps et tout ça. Oui, historiquement, il faut aussi questionner le rôle de la médecine sur le corps des femmes. Encore aujourd'hui, hein. Oui. Et aussi le point de vue scientifique par rapport à ça, c'est que même pour les questions de genre, c'est que en fait, il y a plein de scientifiques aujourd'hui qui disent que en fait, tous les bébés sont nés avec les mêmes capacités cérébrales, mais quand même, il y a les scientifiques qui disent que le cerveau de l'homme est différent que le cerveau de la femme, même si quand on prend deux cerveaux, que ce soit une femme ou un homme ou une fille ou un garçon, il y a des différences parce qu'on est tout à fait différents, chacun et chacune. Super, mais finalement on avait des trucs à dire finalement sur cette question qui nous a un peu séché au début. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être, ne soyez pas timide, Anthony est prêt à vous passer le micro. Ouais, il faut bien coller le micro au menton pour qu'on entende. Bonsoir. Ouais, on entend. Ah waouh. Eh ben déjà, merci beaucoup pour vos interventions et merci d'avoir parlé de la charge mentale de l'enfant parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, perso, je suis immigrée, je suis arrivée en Europe quand j'avais 2 ans et demi et en fait, je me retrouvais à 5-6 ans à devoir faire des traductions, des papiers administratifs à mes parents
Et après, de recevoir plein de commentaires en mode vas-y, rentrez chez vous, rentrez dans votre pays d'origine, tout ça. Et en fait, ma question serait comment on peut travailler sur la charge mentale des enfants alors qu'ils ne sont même pas conscients qu'en fait, il y a tout ce poids sociétal sur eux. Alors, moi je trouve que déjà c'est important d'en parler. Parce que on n'en parle pas de cette charge mentale. La charge mentale, déjà, du fait en fait d'inverser, on va dire, j'aime pas trop ce mot, mais d'inverser le rôle, que ce soit l'enfant qui devienne traducteur pour ses parents ou qui ait cette charge. Et puis, en devenant traducteur pour ses parents, on voit aussi toutes les blessures, la façon dont on les traite. C'est pour ça que je dis. Moi, je parle français, mais je sais que mes enfants voient très bien la façon dont on me traite quand je vais à l'école, quand je me déplace, quand je vais dans les institutions, c'est ce que je disais. Et ce sont des blessures. Enfin, vous imaginez, vous êtes le... Toutes ces micro... Faizagen en parle très bien d'ailleurs dans son livre. Ça crée en fait une dissociation, mais ça crée aussi un éloignement de l'enfant vis-à-vis des structures scolaires, vis-à-vis comment on appelle ça, les structures tout simplement, des institutions. Ouais. Parce que l'enfant il est tiraillé entre la façon dont on traite son parent et les autres à qui il devrait ressembler en fait. Donc je pense que l'important c'est déjà d'en parler. Je pense que des groupes de parole c'est très important parce qu'en plus de ça, c'est très compliqué en tant qu'enfant d'aller raconter ça à ses parents. Surtout, aujourd'hui, je pense que moi, j'en parle par exemple avec mes filles, mais je n'en ai pas parlé avec ma mère des humiliations qu'elle a pu subir. Et surtout qu'elle ne voulait pas m'en parler non plus parce elle voulait toujours paraître forte. Elle avait ce truc, elle devait être forte elle-même. Et je pense que c'est horrible pour un parent qui a l'habitude de contrôler sa vie, tout simplement, de devoir... compter sur un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, le pouvoir que ça enlève aux parents. Et je pense que les parents racisés, on leur enlève énormément, on les infantilise, et à travers cette infantilisation, on blesse clairement, on attaque clairement les enfants aussi. Et des groupes de parole seraient nécessaires afin de parler de toutes ces blessures et d'être reconnus aussi. Parce que le fait d'en parler, d'avoir d'autres témoignages, ça commence déjà à soigner un peu, on va dire. Donc on parlait à d'autres et ensuite essayer d'en parler aussi avec les parents et trouver, c'est ce que je disais, des tactiques. On en est à ce point-là, à trouver des tactiques pour pouvoir se défendre contre ce type d'agression. Je rebondis parce que la question, là, pour le coup, elle n'était pas directement adressée, mais je me reconnais beaucoup là-dedans. Enfin, je reconnais beaucoup la charge mentale que mes enfants, notamment, ont eu à vivre pendant ce changement, finalement, assez radical de vie pour moi. Où, il faut vivre ce que j'ai à vivre, c'est-à-dire accepter mon homosexualité et tout ça, et la partager avec les autres, parce que quand tu as des enfants, tu peux pas trop attendre. Et en fait... c'est rigolo parce qu'encore maintenant, ça fait maintenant 5 ans, mais régulièrement, ma fille me regarde et me dit « Mais maman, tu pleures ?» Parce que pendant un certain nombre d'années, ça a quand même été costaud. Mais c'est une charge mentale. Et là, en posant ta question, je vois en fait que ce qu'ils ont eu à vivre, alors à la fois par les institutions, mais pas que, par la famille aussi, le regard qu'a porté la famille sur ce changement de vie, sur finalement cette révolution, en fait, ça les a beaucoup fragilisés. Alors maintenant, ils sont forts de ça, mais ça les a fragilisés. C'est une charge. Et cette question est hyper intéressante. En fait, c'est vraiment un binôme, le enfant-parent, mère, père, parent, enfant. C'est vraiment une question de binôme, de relation, et on grandit ensemble. Mais cette question de la charge mentale de l'enfant, elle est très intéressante. Merci pour cette question. Et je voulais aussi dire que on a l'impression que c'est juste des mots comme ça que les enfants entendent. Mais en fait, ça a un réel impact sur la construction cérébrale. Aujourd'hui, on sait que ces micro-agressions changent réellement la construction, le développement du cerveau et la façon dont le cerveau est construit. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment urgent de prendre en compte ces problématiques. Parce que pour pouvoir créer une société de demain, il faut aussi avoir des adultes, des futurs adultes, on va dire, qui étaient des enfants avant, qui ne soient pas remplis de blessures en réalité, qui ne soient pas fragilisés, qui ne soient pas impactés par ces violences. Merci.
Il y a d'autres questions, ouais. Bonjour. Alors, je me permets de rebondir justement sur la dernière chose qui vient d'être dite. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette d'enseignante. Donc, j'ai aussi bien travaillé en ZEP, etc. Aujourd'hui, je travaille à la Sorbonne. Donc, je suis prof à la Sorbonne. Je suis également dans le sport de haut niveau. Donc, comment dire, cette place de la femme, que ce soit aussi bien dans le sport de haut niveau que dans les associations sportives qu'à l'école, c'est quelque chose qui est très compliqué. On le voit bien dans les cours d'école primaire. Hein. Les petites filles, elles jouent à la corde à côté des toilettes et les garçons, ils sont au centre de la cour en train de jouer au foot. Moi, dans ma formation, que ce soit en tant que coach, que préparateur physique, qu'enseignante de l'éducation nationale, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, on a eu à travailler sur ce genre de choses, en fait. Comment, justement, traiter de manière égalitaire les jeunes filles, les petits garçons. Comment ne pas reproduire les stéréotypes de la société. Comment faire quand on travaille dans des ZEP et qu'on a une population qui a déjà un certain regard sur la femme. Comment faire pour que ça change, etc. Et à aucun moment, c'est pris en compte. Moi, je me suis pris la tête avec plein de collègues, justement, sur ces questions-là. Et ça ne fait pas partie de la formation. Donc, à quel moment est-ce qu'on peut... demander justement à nos chers ministres que ce soit pris en compte, comment faire en sorte que ça se soit mis en place et que ce soit dans les formations, aussi bien des instituteurs que des professeurs, que des profs dans les grandes écoles, que les coachs, etc., etc. Et je pense que le changement viendra de là, parce que s'il y a bien un endroit où on reproduit tous les stéréotypes, c'est dans l'éducation nationale, ça je vous le garantis. Mais moi, j'aurais envie du coup de poser une question supplémentaire à ça. C'est, mais est-ce que vous vous rendez compte que si on pose ces questions, ça va inviter chacun et chacune à se poser la question de ce qui vit chez soi? Ah mais ça j'en suis consciente, mais je crois que ça commencera par là. Non mais je sais pas. En fait, c'est pas pour dire faut le faire, au contraire, ça moi, nous emmène encore plus loin. Ouais. Mais ça veut dire qu'on va demander à chacun de dire mais en fait c'est quoi mon rapport avec la diversité? C'est quoi mon rapport avec l'homosexualité? C'est quoi mon rapport avec mon mari? Quelle est ma place? Mais en fait, on parle du coup de nous, de l'homme, de la femme qui est derrière. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est tellement fondamental. Du coup, comment on invite à 2 ans, en fait, à rester ce qu'on est et comment on zappe ces 20-30 années de ce qu'on appelle l'éducation qui n'est pas de l'éducation, du coup, qui est de la construction de ce qui n'est pas la réalité. C'était mon petit coup de gueule. Merci pour la question. J'ai pas répondu. Une autre question. Il y avait une question? Je sais pas. La question. Moi, je pense qu'il faut s'organiser, il faut politiser, il faut que ça soit politique en réalité. Il faut rejoindre le Front de Mer, peut-être. Ouais, tu es l'une des porte-paroles. Partie du Front de Mer, donc je vais pas... Non, mais il faut que ces questions soient politisées. Donc, ouais, je pense qu'il faut, parce que même en réalité. On a aussi derrière tout ce qui se passe un petit peu à l'école. Enfin, je vais revenir de mon côté de parents. On a l'impression que le parent, c'est la mère, la chiante qui vient au truc d'école et qui est jamais content que son enfant soit... Non, mais voilà, encore une fois, le féminisme, c'est aussi ça. C'est comment on traite les mères, en fait. Qu'est-ce que la mère? C'est la chieuse, en fait, comme d'habitude, la femme, la chieuse. Enfin, vraiment, donc du coup, il n'y a rien de politique là-dedans. Il y a juste une nana qui s'interroge sur comment on éduquerait son enfant. Et le fait de politiser ces problématiques, ces problèmes, clairement, peut-être qu'on donnerait un autre sens pour pouvoir les aborder et les apporter à des instances plus grandes. Moi, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire le lien entre les inégalités qu'on peut, les inégalités qu'on rencontre quand on est tout petit et avec les inégalités qu'on subit plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas le lien entre les inégalités salariales, la violence faite contre les femmes, par exemple. On ne fait pas forcément le lien avec l'éducation qu'on donne à nos garçons et à nos filles. En fait, on ne voit pas que si on accepte que les garçons, ils sont comme ça, ils ont le droit de un peu pousser, ils ont le droit de bagarrer tout le temps, etc. On accepte qu'ils crient, qu'ils poussent les limites, etc. En fait, ça crée la base, en fait. C'est comme une pyramide, en fait. Ça crée la base pour toutes les inégalités qu'on rencontre plus tard. Et je pense que les parents, tous les parents veulent du bien à leurs enfants, je pense. Enfin, la majorité des parents, c'est-à-dire comme ça. Et en fait, si on leur explique qu'en fait,
si tu as une fille, par exemple, et tu dis que bon, ta fille va peut-être faire le même métier que ton fils pourrait faire, mais elle ne va pas gagner autant d'argent parce que parce qu'il y a toujours une possibilité qu'elle va avoir un enfant et la société la pénalise pour ça, par exemple. Du coup, si on lui explique qu'en fait, tout ce genre de questions, en fait, on peut en parler dès le tout début de la vie, en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas, en fait, que c'est la source de problématiques. Et comme tu disais, qu'en fait, la maternité, c'est quelque chose qui est extrêmement banalisé. Et aussi, on considère encore que l'éducation, c'est le boulot des mères. Donc, du coup, en fait, il faut aussi inviter, mais activement, les hommes dans cette discussion, parce que c'est effectivement extrêmement politique et extrêmement sociétal. Et aussi, les hommes, il faut qu'ils viennent activement, en fait, pour changer des choses. Bon, bah débrouillez-vous avec ça. Vous attendiez une réponse, vous avez une question, un truc de politisation, et puis... Non, mais il y a quand même un truc, c'est se relier. C'est-à-dire que, en fait, il y a un contenu aujourd'hui qui est juste incroyable. Les podcasts, les comptes Instagram, c'est vraiment avec une qualité... Les livres. Les livres. Et puis les chansons et tout. Il y a quand même... Il y a une production aujourd'hui, une créativité qui est dingue. Et on a accès à tout ça. Donc comment est-ce qu'on peut devenir allié de chacune des causes ? Et par exemple, vous pouvez très bien aller sur le site du collectif Famille. Donc on a sorti ce guide là aujourd'hui et vous inviter à juste mettre le nom de l'établissement de vos enfants et on va leur envoyer ce guide. Et vous verrez, c'est un guide qui est très reliant. On met juste quelques petites notions. On invite éventuellement à les regarder. Si tout le monde fait ça, si tout le monde, on va se relier à la cause des autres, je suis sûre que par le bas, nous, chacune d'entre nous, on va pouvoir aussi faire bouger. C'est cette lame de fond dont je parlais tout à l'heure. Et elle existe. Et puis après, vous allez sur les enfants du bruit et de l'odeur, et puis vous allez... Non, clairement, on fait aussi du consulting au sein des établissements, c'est pour ça. Mais ça rejoint aussi à cette idée, comme on t'a dit avant, que les enfants vont nous interroger, nous. C'est-à-dire que si on les éduque, on leur donne des pistes de réflexion, on leur propose autre chose que ce que la société propose, bah, en fait, en grandissant, c'est eux qui vont poser ces questions-là, en fait. Ils vont nous questionner tout le temps, en fait. Ils vont poser des questions aux enseignants, ils vont poser des questions aux parents, aux entreprises. Ils vont évoluer, en fait, et faire développer la société. Enfin, il faut un petit mot d'espoir quand même. Aux entreprises aussi, hein, c'est que forcément maintenant la génération qui arrive sur le marché, en fait, elle pose la question aux entreprises. Et ça aussi, il y a quand même un pouvoir d'action des organisations privées qui est importante. Et je crois que là, il y a une génération qui arrive qui va vraiment faire bouger les choses. Donc, à nous les aider. Si on résume, en attendant que l'éducation nationale intègre dans les programmes de formation des professeurs ces questions-là, on peut déjà individuellement s'organiser à l'échelon local avec les autres parents d'élèves, peut-être de l'école où sont vos enfants, parce qu'on a plus de poids quand on est plusieurs, on a plus de poids quand il y a quelques pères dans le lot parce que ça fait pas leur truc de féministe hystérique, là non, là c'est sérieux, là il y a des papas. Donc voilà, ça peut aider. C'est vrai qu'on n'avait pas dit hystérique encore. Ouais, non, c'est vrai, ça manquait. Voilà, bah, c'est fait, c'est coché. Donc voilà, le collectif, il y a des associations de parentalité féministe. Voilà, il y en a plusieurs qui existent. Il y a le syndicat des fronts de mer dans les quartiers populaires. Donc toutes ces organisations-là, petit à petit, elles sont en train de transformer la société, elles vont continuer à le faire, et à un moment, l'éducation nationale sera là. Bon, bah ok, c'est bon, on va le mettre dedans. On voit, c'est bon, vous êtes déjà formés, mais bon. Donc on va y arriver. On a le temps pour une dernière question, peut-être. Si, bah, super. Bonjour, merci pour l'échange. J'avais une dernière question, ce serait comment vous gériez le fait que votre enfant ait un comportement sexiste en tant que parent féministe. Comment est-ce qu'on fait face à ça et si la discussion n'a pas eu lieu tout jeune, à l'adolescence notamment, peut-être sur des questions de consentement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces comportements-là ne perdurent pas dans le temps? Merci. Donc, comment gérer le comportement sexiste de son enfant quand on est parent, et notamment à l'adolescence, et s'il n'y a pas eu tout ce travail de discussion et de déconstruction avec l'enfant, peut-être parce que soi-même on n'était pas à ce niveau-là quand il était petit, comment on rattrape le coup? Alors je le formule comme ça, mais je ne sais pas si c'était ça l'idée. Ouais. Et notamment sur le consentement, hein, voilà, qui était...
Donc j'aurais dit une troisième fois. Donc ouais, non. Enfin, après, je trouve que, enfin, c'est normal en fait. Il n'est jamais trop tard. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On se déconstruit encore aujourd'hui. Donc un adolescent, c'est normal qu'il se déconstruise aussi. Je pense qu'il faut le questionner aussi. Pourquoi ce comportement, quel est le comportement, discuter autour du comportement sexiste ou des comportements sexistes, et s'interroger aussi le pourquoi il fait ça, quelle est sa place à lui, comment il trouve sa place en tant que petit garçon peut-être au sein de cette société, et qu'est-ce qui le pousse aussi, parce qu'il y a quand même c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les comportements machistes, c'est avant tout se comparer entre hommes. Quelle est la place qu'on a entre hommes, comment on arrive à être intégré dans ce groupe d'hommes, on va dire, de dominants. Donc, je pense qu'il y a aussi énormément de questions à se poser sur la place du garçon, sur ses faiblesses à lui, par exemple. Parfois, il y a des garçons qui vont avoir des comportements extrêmes, peut-être parce qu'ils ne trouvent pas eux-mêmes leur place, et qu'ils vont faire ressortir une espèce de violence machiste. Parce qu'ils ont peur aussi, parce qu'ils sont peut-être entourés d'autres garçons qui encouragent ça. Et je pense que filles comme garçons, en fait, le féminisme, c'est pas un truc réservé aux femmes. C'est quelque chose qui devrait interroger chaque personne et peut-être le pousser à s'interroger. Et pousser aussi à en parler au sein de la famille, autour de la famille. Parce qu'on ne peut pas être tout seul à se déconstruire comme ça. Je pense qu'il faut essayer de commencer par soi, puis s'étendre petit à petit et se questionner. Lui apporter justement des podcasts, des choses qui pourraient le toucher, pas des trucs de nos âges, on va dire, un truc qui l'intéresserait vraiment, quoi. Je pense que le premier truc déjà, c'est ravaler sa colère. Parce qu'en général, quand on entend des choses comme ça va un peu titiller la bête. Donc déjà apaiser ça, et oui, la question du pourquoi, et il y a un petit tip, c'est poser 5 fois le pourquoi. Donc pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et en général, c'est assez intéressant parce qu'ils arrivent quand même à une certaine limite du pourquoi. Après, il y a une autre technique qui est de laisser des livres, parce que forcément, quand on leur donne des livres, bon, ils ne les prennent pas tout de suite, mais à un moment donné, ils vont peut-être le bouquiner, ils vont peut-être voir un mot, entendre un truc, et ça va réfléchir. Et c'est sûr qu'il y a l'effet de groupe qui est assez terrible. Et vraiment, il y a une arme de construction massive, c'est le pourquoi. Le pourquoi, et puis après, c'est son chemin. Il y a des phases aussi. Enfin, moi, je le vois entre mes deux garçons qui n'ont pas du tout le même âge, mais qui ont été construits du coup dans des environnements très différents. C'est sûr que l'aîné n'a pas du tout les mêmes remarques et les mêmes comportements. Mais il y a aussi les hormones, il y a aussi tout ça qui joue. Et souvent, c'est ces moments-là où ça dérape un peu. Enfin, pour nous, c'est des moments où lui il dérape aussi. Mais derrière, en fait, ce qu'il faut voir, c'est le fond, c'est ce qui va devenir adulte. Et forcément, il y a des petits sommets à passer pour aller vers l'Everest, quoi. Mais le pourquoi, c'est un super truc. Et effectivement, je pense que c'est jamais trop tard. C'est juste parce qu'on parle du fait qu'il faut réfléchir ces choses déjà avant qu'on est même enceinte. Enfin, ça ne veut pas dire qu'en fait que le travail est fait. C'est-à-dire que on se remet en question tous les jours en fait. Et on fait tous en tant que parents, on fait ce qu'on peut. L'enfant va devenir ce qu'il veut en fait. Enfin voilà, on peut pas contrôler en fait ça. On peut juste donner des pistes, comme disait Marie aussi, de mettre des BD sur les questions comme ça à disposition, l'inviter à discuter sur des sujets, mais on peut pas le forcer. Et après, effectivement, il y a des phases différentes comme nous. Nous, on grandit tous les jours. On a des années où on a des idées un peu, on a un moral différent que pendant certaines années, etc. Il y a toujours une possibilité que ça change. Ça ne veut pas forcément dire que s'il a des comportements sexistes ou il dit des choses sexistes, que c'est quelque chose qui va rester pour toute la vie, qui va devenir un agresseur. Enfin, ça ne veut pas dire ça, en fait. C'est que aussi, c'est peut-être une invitation aussi de discuter. C'est-à-dire, moi, je vois, mon fils, il est tout petit, mais moi, je vois que parfois, il me pose des questions un peu, genre, et ça, c'est pour les filles ou ça c'est pour les garçons, enfin des trucs en fait c'est des sortes d'invitations genre de dire moi je veux pas porter ça et il attend comment je réagis en fait ou comment son père réagit, est-ce qu'on discute de cette question ou est-ce que ça déclenche une émotion, etc. Et comme toi tu disais tout à l'heure, quand tu as des ados, ils vont chercher là où
titiller juste là où ça fait mal et où c'est qu'il va avoir une réaction, quoi. Mais c'est jamais trop tard. Et moi, je dirais que ça pourrait aussi passer par d'autres personnes que vous, en fait, parce que dans l'adolescence, il y a aussi parfois l'opposition. Donc, ça pourrait être intéressant de discuter peut-être avec une autre personne, soit de son âge ou d'un autre âge, mais pas forcément passer par vous. Laisser traîner une émission, par exemple, un podcast, justement, allumé pendant que vous n'êtes pas là. Vous allez dans une autre pièce. Ou vous faites semblant d'écouter aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est des choses, en fait, clairement, qui peuvent passer. Il peut très bien ne pas être réceptif sur le moment, mais entendre des choses, des questionnements. Donc ça pourrait être aussi une piste. Des BD aussi. Des BD. Des BD dans les toilettes. C'est un moment où ils sont un peu tranquilles. Et tiens, ils peuvent se dire, ah tiens, ça, Solène, on a mis un peu partout dans l'appart, c'est pas mal. Des vraies stratégies. Hein. Et il y a plein de titres du coup sur le site de la librairie de Prisca, l'hebdo-librairie. Si, non, mais vous avez fait un gros boulot, faut le dire. Bon, et merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous pour vos questions, à vous aussi sur Twitch pour vos questions.